Waouh! Bon, aujourd'hui, on va apprendre comment les États-Unis d'Amérique ont capturé Maduro dans une base lourdement fortifiée à l'intérieur du Venezuela. On va examiner la campagne aérienne massive de 150 avions au-dessus du Venezuela et ensuite on va regarder ensemble qui prend réellement le contrôle du pays à partir de maintenant. Et attention, parce que ce que vous allez voir, c'est juste fou. C'est grandiose, j'ai pas les mots, c'est facile quoi. C'était même trop facile. Et vous allez savoir pourquoi. Car peut-être que nous venons toutes et tous d'assister à un grand moment de cinéma américain. Abonne-toi, active la cloche, bienvenue sur Limite. La première chose que tu dois savoir, c'est que le raid américain a vraiment commencé il y a 4 mois, avec ce qu'on appelle la phase 1, les opérations de préparation. En août, un groupe d'agents de la CIA a été secrètement inséré dans le pays. Ils ont créé des dossiers de renseignement qui suivaient les déplacements, mais très minutieux du président vénézuélien Maduro, à l'heure près. Et en plus, il faisait tourner au-dessus de sa tête une flotte de drones furtifs qui envoyaient des mises à jour en direct et en continu, traquant sa position en temps réel. Ouais, c'est bien pire que ton ex toxique. L'opération clandestine a développé ce qu'on appelle un pattern of life, c'est-à-dire un profil d'habitude, un schéma de vie. Et ils ont ainsi pu le localiser dans une grande base qui se trouve juste au sud de la capitale Caracas, où vivent 3 millions de personnes. Et ça y est, le samedi 3 janvier 2026, en pleine nuit, alors que j'étais à peine en train de répondre à vos commentaires sur la vidéo précédente, à 2h du matin heure locale, le gouvernement américain a donné le feu vert à l'opération Absolute Resolve, résolution absolue. Non mais vous avez vu le nom qu'ils ont employé, non mais même ça c'est un titre de film quoi. L'armée américaine a lancé une vague de frappes de missiles ciblées à travers toute la capitale. Des bombes ont été lancées depuis 20 bases et navires différents. Et pour l'assaut au sol, eh bien ça s'est passé avec le First Special Force Operational Detachment Delta, bref la Delta Force. Grosse dédicace à Chuck Norris. Et assez surprenant, ils avaient avec eux des forces de l'ordre, des agents du FBI, du Hostage Rescue Team, ceux qui s'occupent des otages. C'est vraiment pour dire que Maduro, en fait, le mec, c'est un otage. Et les tactiques utilisées pour entrer dans le pays ont choqué beaucoup d'analystes militaires. Selon les infos, 11 hélicoptères américains de l'unité d'élite des 160e SOAR Night Stalkers qui ont été déployés pour mener le raid. Alors SOAR, c'est un peu genre des cascadeurs les mecs. L'équipe, ils ont décollé depuis l'USS Iwo Jima, un navire d'assaut de la Navy stationné à seulement quelques kilomètres au large des côtes du Venezuela, et ils ont volé bas, très bas, environ 100 pieds au-dessus de la mer des Caraïbes. Alors pourquoi? Je crois que vous le savez tous, quand vous volez bas, ça vous évite d'être détecté par les radars ennemis. Et puis, ils ont traversé une portion dangereuse de 16 km depuis les côtes du Nord jusqu'à Fortuna. D'après les infos, ils ont essuyé des tirs en route, un hélicoptère aurait même été endommagé, mais il a quand même pu rester opérationnel jusque-là. Et alors que l'assaut aérien passait au-dessus de la capitale, eh bien des explosions ont éclaté derrière eux, et ça a été diffusé en direct sur le réseau social X. Les opérateurs ont utilisé des MH-47G Chinook. Alors c'est drôle, ça me rappelle trop un jeu qui s'appelait Command & Conquer dans lequel on faisait justement des assauts dans les bases avec des Chinook, voilà. Désolé, vous allez avoir beaucoup de rêves dans cette vidéo. Et des MH-60, ce sont des variantes spéciales d'hélicoptères avec des contre-mesures uniques. Et puis, ils ont approché de la base et là, le raid a commencé. Faire un raid sur ce complexe, c'est un boulot extraordinairement risqué. Juste pour l'idée de le tenter. Alors vraiment, j'ai pas du tout envie de faire la lèche ou de saucer les United States of America. Vraiment, loin de là, mais purée, j'ai joué à Call of, à Battlefield dans ma vie, et même à Ghost Recon, et je peux vous dire qu'avec l'opération qu'ils ont menée, ils ont absolument pas blagué. C'était du cinéma américain. Fortuna a des portes renforcées en béton. Il y a des positions de tir en hauteur, des tours de garde armées et des patrouilles continues H24. C'est un peu la version vénézuélienne du Pentagone en fait, cette zone. Et on voit ici que c'est construit directement sur le flanc de la montagne pour donner l'avantage de la hauteur aux défenses, tout en permettant de creuser profondément sous terre. Alors le périmètre, il est assez grand. Vous regardez, environ 3 km sur 6 km de long. Et des rapports de renseignement estiment que 5000 soldats d'élite de Maduro sont affectés à ce poste. Et d'après les infos, Maduro se déplaçait constamment dans le pays, changeant d'endroit, l'endroit par exemple où il dormait chaque nuit. Il jetait même des téléphones pour éviter d'être suivi jusqu'à cet endroit. Non mais, film américain je vous dis. Mais les défenses de la base ont été vaincues en partie parce qu'à partir de la mi-décembre, le US Cyber Command a préparé le terrain en ciblant l'infrastructure électrique. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à implanter des programmes dans leur système, ce qu'on appelle des malwares, des virus, et quand le Cyber Command a actionné l'interrupteur, et ça y est, et paf, extinction
sont des feux dans le pays, coupant totalement l'électricité de la base et de larges parties de la capitale. Ça a coupé les communications et rendu la coordination de toute réponse, en fait, quasiment impossible. Donc les soldats ont débarqué des hélicoptères, les commandos ont touché le sol et ils sont allés directement vers la maison sur le site où Maduro était retranché. Et là, le général des États-Unis, Kane, a déclaré que la force du raid, préparez-vous, c'était quand même incroyable, a donc essuyé des tirs directs, ce qui a poussé les forces américaines à répondre avec, je cite, une force écrasante en légitime défense. Fin de citation. Des officiers de renseignement sur le terrain les ont aidés à naviguer dans le complexe. Ils avaient fourni en fait à l'avance à l'équipe d'intervention une info indiquant qu'il y aurait de grosses portes en acier massif protégeant Maduro. Et cette information venait de sources proches du cercle intime de Maduro. En fait, il avait une sorte de panic room complètement isolé. Donc, les opérateurs, en fait, ont amené des charges explosives de brèches et des scies prêts pour passer au travers. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train d'écrire cette vidéo, il y a Donald Trump qui a carrément fait une intervention en disant « Ouais, mais en fait, les gars, ils se sont entraînés dans une reproduction à l'identique du lieu où Maduro était. » What? Et lui-même a utilisé le terme que pour lui c'était comme du cinéma. Gardez en tête cette histoire de cinéma parce que plus loin dans la vidéo, je vais peut-être mettre votre cerveau en ébullition. Et pendant ce temps-là, à l'extérieur, l'hélicoptère américain Direct Action Penetrator a fourni un appui rapproché en tir de suppression. Alors ça, pour vous la faire courte, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, c'est une version Beast Mode dans lequel l'hélicoptère se met et ça active en fait le surarmement de l'hélicoptère. C'est-à-dire qu'il a ouvert le feu librement avec 2 miniguns et des roquettes. Le minigun, c'est l'arme qu'on kiffe tous avoir dans GTA. C'est ce truc-là. Oui, alors j'ai l'air d'en rigoler, mais pas du tout. C'est du cinéma le truc. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'hélico a commencé à prendre des tirs de missiles solaires portables Igla. Et en réponse, les pilotes ont déployé leur XM216 Dark Flares. J'ai l'impression d'être dans une convention d'armement militaire. Ça, en fait, ce sont des leurres qui permettent aux missiles d'être interceptés avant plutôt que toucher l'appareil. Pendant ce temps-là, la Delta Force a finalement percé dans la résidence de Maduro et il l'a trouvé. Selon les infos de CNN qui a parlé à des sources proches du raid, les opérateurs ont sorti Maduro de son lit, ils l'ont attaché avec des colsons et lui ont bandé les yeux alors qu'il dormait. Et puis, ils ont conduit Maduro et sa femme qui n'a rien demandé, qui n'était pas du tout inculpée, ils l'ont prise avec. D'ailleurs, maintenant elle est inculpée pour narcotrafic, mais j'y reviendrai plus tard. Reste bien connecté parce que t'es pas au bout de tes surprises. Donc, ils ont conduit Maduro et sa femme dehors jusqu'aux hélicoptères Chinook et là, c'était le moment de leur départ, l'exfiltration. Je déteste ce terme, c'est littéralement un kidnapping. Mais bref, vous avez compris, pour sortir du pays. Alors, info assez cocasse, un officier militaire vénézuélien qui a donné leur localisation, donc la balance en quelque sorte, et qui était d'ailleurs une source de la CIA, vient de gagner 50 millions de dollars de récompense. Après, quand t'étais dans un pays où c'était la galère et la S, bon là, le mec, il s'est mis bien pour le restant de ses jours, ainsi que ses enfants et les enfants de ses enfants et les enfants de ses enfants. Mais ça, ce n'était que la moitié de la mission, parce qu'il fallait encore exfiltrer en sécurité le président Maduro. Alors je précise, cette vidéo limite est un détail minute par minute de l'opération. Mais soyons clairs, je le redis encore, c'est un kidnapping. L'ordre de mission exigeait qu'il le capture vivant. Si Maduro était tué en route ou pendant l'exfiltration, ça aurait forcément ressemblé à une mission d'assassinat organisée par les États-Unis. Ce qui causerait, soit dit en passant, beaucoup de problèmes juridiques supplémentaires, déjà qui n'ont absolument rien respecté. Alors là, ça aurait été le pompon. Mais en matière de respect, j'y reviendrai encore plus tard parce qu'ils sont vraiment partis en sucette. En tout cas, c'est l'une des missions géopolitiquement les plus sensibles, dignes des missions les plus dingues de Call of Duty. Parce que c'est comme si les États-Unis avaient frappé dans un nid de frelons. Plus tu tardes et plus tout le pays en fait il peut, au moment où il se rend compte de ce qui se passe, les militaires, les soldats, la police te tomber dessus d'un seul coup. Et la question dans la tête de chaque membre de l'équipe de la Delta Force sur le chemin du retour avec Maduro, c'était est-ce qu'on peut faire confiance à la puissance aérienne américaine pour couvrir notre exfiltration en quittant le Venezuela? La puissance aérienne américaine a continué à frapper des installations militaires stratégiques à travers le pays pour créer une diversion. Et cela leur a permis de s'échapper. Des F-22 Raptor, des F-35 furtifs, des F-18, des avions radars et des bombardiers B-1 Lancer ont participé aux attaques. Ils ont frappé des bases dans plusieurs états, dont Miranda et La Guaira. Et l'objectif, forcément, créer plusieurs situations, plusieurs, on va dire, dilemmes en même temps. Et ça a été rendu possible grâce à une campagne aérienne simultanée qui a assuré la suprématie aérienne des États-Unis au Venezuela. L'opération aurait au total impliqué 150 avions de chasse américains avec pour but un contrôle complet et total du ciel.
Les avions de chasse d'ailleurs ont lancé des missiles de précision à longue portée. De grosses explosions ont été entendues à travers la capitale, des médias locaux même ont déclaré que ces explosions visaient des antennes radar de défense aérienne et c'était en fait à ce moment-là une énorme opération du SEAD, c'est suppression des défenses aériennes ennemies, SEAD. Et selon le compte X Osunet Defender, la campagne aérienne a détruit des systèmes de défense aérienne longue portée et a mis littéralement hors service absolument tous les véhicules blindés sur les bases. C'était un film. Et depuis, de nouvelles images satellites sont sorties et montrent l'ampleur des destructions sur la base. Des grandes parties ont été complètement anéanties. Des brouilleurs des États-Unis ont perturbé les radars et les missiles anti-radars ont ciblé même les lanceurs de défense aérienne S-300 de l'ennemi. Non mais stop! Attendez, mais tous ces moyens investis, c'est juste fou, c'est pas possible. Attends, je comprends, tu peux... Là, en ce moment, tu peux être absolument n'importe quel chef d'État de tous les pays du monde. Les États-Unis ont juste mis un coup de pression. Alors, je suis vraiment pas un fervent défenseur de l'impérialisme américain et son colonialisme. Bien au contraire. Mais sur ce coup-là, je suis moi-même choqué. Parce que la raison pour laquelle ils ont pu faire ça, c'est qu'ils ont frappé des bases aériennes majeures, dont celle de La Carriota et l'aéroport d'Higuerote, où l'armée de l'air de Maduro et ses jets, à savoir des MiG, auraient pu décoller pour les intercepter. Et d'ailleurs, on voit ici les conséquences des véhicules blindés détruits sur la base. Donc, amener une réponse militaire de la part du Venezuela, c'était très difficile, parce que Fortiona, l'installation militaire, abritait certains des généraux les plus haut placés, et une fois frappés, eh bien, ça les a plongés dans le noir et dans le chaos. Vous savez, dans les dictateurs, parfois, ils gardent tous les décideurs militaires au même endroit, centralisé. C'est utile pour le contrôle, mais ça crée un point de défaillance unique, une faiblesse. Et des explosions ont aussi frappé le port de Lagua, l'un des ports les plus stratégiquement importants du Venezuela qui contrôle l'argent lié au régime. Ces opérations de préparation visaient à provoquer confusion et désorientation chez les forces de Maduro. Ce qui a stupéfié littéralement les observateurs militaires dans cet assaut, c'est que les hélicoptères ont été la caractéristique dominante. Non mais vraiment en mode on débarque comme au Vietnam quoi. Avec plus de réussite qu'au Vietnam, après c'est pas du tout la même chose. Des images de combat ont montré des Vipers du Marine Corps, ce qui semblait être des Apaches de l'armée, frappant des cibles au sol avec des roquettes, et surtout sont exposés sans soutien au sol. Et en plus ils se déplacent relativement lentement et sont souvent des cibles faciles, même pour des armes solaires portables. Et le fait qu'ils aient été utilisés indique à quel point tous ceux qui ont planifié ça, là, cette opération, eh bien étaient vraiment confiants d'avoir une suprématie aérienne totale à ce moment-là. Mais la grande question, c'est pourquoi aucun hélicoptère américain n'a été abattu par les supposés 5000 lanceurs Iglo. 5000 qui ont été rapportés, mais les estimations sont non vérifiées. Comment la résistance du Venezuela a pu être aussi inefficace, hein? Je vous le dis, il y a un truc qui est très bizarre là derrière. C'était trop facile. Alors il y a plusieurs théories et réponses, et ça nous emmène dans un bordel assez étrange, presque conspirationniste. La puissance de feu écrasante que les États-Unis avaient accumulée en 6 mois rendait forcément la résistance difficile. Et en plus, les sondages montrent que Maduro, le mec, il était vraiment au plus bas de sa popularité, avec 10 à 20% d'approbation, un peu comme Macron, à cause de l'épuisement face à la crise économique, les crises répétées, et aussi la répression politique du mec, et toutes ces années de haut et de bas à cause du pétrole, dont je vous parle dans cette vidéo, qui est bien sûr disponible, les liens sont en description, et qui vous explique tout le contexte historique, et pourquoi est-ce que le Venezuela avec le pétrole, et les États-Unis, blablabla, blablabla. Peu de gens avaient envie de risquer leur vie pour lui, puisque le mec était impopulaire. Ou alors, des sources de l'opposition vénézuélienne ont cependant dit des choses à des journalistes de Sky News. Ouais, que la capture de Maduro était en réalité une sortie négociée, pas une capture forcée. Maduro travaille avec la Chine et la Russie qui ont des services de renseignement. Et genre, il ne lui aurait rien dit. Je sais pas, je pose la question. Pas envie de rentrer dans le complot là, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, ils affirment que Maduro savait que les forces américaines venaient et qu'il avait accepté à l'avance cette extradition et que l'assaut au sol était une mise en scène élaborée pour se rendre aux autorités américaines et en même temps de son côté, Trump gagner la bataille du cinéma américain. Alors pourquoi est-ce que Maduro ferait ça? Parce que c'est quand même la honte un peu. Eh bien pour l'opinion publique au Venezuela, ça sonne mieux de dire les Américains m'ont capturé plutôt que j'ai négocié un deal, j'ai pensé à ma gueule, je vais faire quelques années de prison puis après j'ai ma villa qui m'attend et je suis parti. Les experts ont trouvé d'ailleurs surprenant que la femme de Maduro ait été emmenée. Moi le premier. Parce que c'est très inhabituel dans des opérations militaires de type renditions de faire ce genre de choses. Sa femme n'avait, comme j'avais dit, jamais été inculpée. Et on vient juste d'après
d'apprendre qu'elle est maintenant aussi inculpée après leur capture, inculpée de narcotrafic comme son mari. Cependant, il n'y a toujours aucune preuve solide de cette histoire-là. Et donc même si une reddition avait été négociée entre Maduro et Trump, eh bien ces troupes n'auraient pas été mis au courant. Et ça n'explique aussi pas totalement les mauvaises performances des forces de sécurité de Maduro. Je crois qu'à mon avis, ils s'attendaient pas à ce qu'une dinguerie à la Chuck Norris se déroule chez eux. Le président américain Trump a déclaré, je cite, « Nous étions prêts à faire une deuxième vague si besoin. Nous pensions qu'une deuxième vague serait nécessaire, mais maintenant, probablement pas. » Une autre théorie, il aurait été vendu par quelqu'un de très haut placé dans le régime, comme ça se passe beaucoup dans ce genre de déstabilisation, comme par exemple son vice-président ou le ministre de la Défense qui aurait ordonné aux troupes de ne pas résister à la capture de Maduro. Alors l'alternative qui explique comment les Américains ont réussi à ne pas perdre un seul hélicoptère, eh bien c'est parce que les hélicoptères modernes des États-Unis disposent de systèmes électroniques pour vaincre les missiles. Alors ça s'appelle des Direct Infrared Countermeasures, donc vous avez capté mon anglais, ce sont des contre-mesures forcées. Ça détecte, ça suit et ça tire un laser directement dans la tête chercheuse du missile. Ça l'aveugle, ça le perturbe et le missile, en fait, il sait plus où il pointe et il va se péter quelque part. Pas forcément en explosant. Selon le président des chefs d'état-major interarmés, Dane Kane, eh bien la réussite est le résultat de 2 mois de préparation et de répétition. Quoi qu'il en soit, les hélicoptères, avec un des hélicoptères où il y avait Maduro à bord, a pu revenir en sécurité jusqu'à la flotte de la Navy américaine qui les attendait au large, où cette photo de Maduro a été prise. Il n'y a eu visiblement aucun mort au combat pendant l'opération, même si certains soldats auraient été blessés par balle, il y a eu des morts du côté du Venezuela. Mais maintenant que Maduro est capturé, qui dirige le pays après ça? Alors ce n'est pas aussi simple qu'un renversement de régime classique. Trump a dit que le gouvernement américain allait désormais administrer le Venezuela après la capture de Maduro. Bon, ils vont surtout envoyer Chevron et ExxonMobil, les 2 compagnies pétrolières. Mais en tout cas, il précise que ça va se passer jusqu'à ce qu'il y ait une transition du pouvoir sûr, approprié. Sans doute qu'il va y avoir beaucoup de bruit autour du retour de la très controversée Machado, qui est la prix Nobel de la paix, dont on n'avait jamais entendu parler avant. Sans doute qu'elle va revenir un peu comme une reine, en mode bravo, elle a gagné, et qu'il y aura des élections, et qu'elle va être à la tête du pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée des USA, eh bien, c'est le blocus naval américain sur le pétrole vénézuélien, qui permettrait, en théorie, de contrôler les autorités vénézuéliennes. Parce que là, en fait, ils ont quasiment plus rien qui sort, donc plus d'argent qui rentre, ils sont littéralement paralysés, et ils vont avoir besoin des États-Unis pour ouvrir les vannes. Alors, peu importe qui est au pouvoir pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que ce sera pas forcément grâce à ce gros levier qu'est le pétrole, nécessaire de déployer des troupes au sol. De toute façon, je pense que les États-Unis ont suffisamment merdé en Irak, en Afghanistan et dans d'autres pays avec des troupes au sol. Enfin, ils ont merdé tout court. Le gouvernement américain a déclaré qu'il ne prévoyait pas d'action militaire supplémentaire au Venezuela. Cependant, eh bien, forcément, il y a une résistance qui est déjà en train de se former dans le pays. Le ministre de l'Intérieur vénézuélien, Cabello, est apparu à la télévision, dans la rue, portant un casque, gilet pare-balles, disant à la population de ne pas coopérer avec les ennemis terroristes. Forcément, il parle des USA. Et actuellement, Rodriguez vient d'être investie comme présidente par intérim. Et selon le gouvernement américain, elle coopère en coulisses parce que, je cite, elle n'a pas le choix. Cependant, ces messages publics sont très défiants face aux États-Unis. Logique. Ce qu'on sait en tout cas avec certitude, le gouvernement vénézuélien est en plein désordre. Ils ont appelé les gens à descendre dans la rue, mais jusqu'ici, c'est une réponse qui est plutôt calme, relativement étouffée. On est vraiment loin des millions de personnes en ébullition. Mais comment les gens et la population qui vit au Venezuela ressentent tout ça? Puisqu'ils aiment, ils tolèrent, ils détestent. C'est un truc, je trouve, dont on ne parle pas assez. Et en regardant les médias locaux hispanophones, eh bien, ils rapportent que la réaction est mitigée. En disant, je cite, les habitants ont exprimé leur choc face à l'attaque militaire américaine, se demandant qui était maintenant réellement aux commandes de la nation, forcément riche en pétrole. D'autres factions pro-Maduro circulent armées, furieuses à ce qu'elles voient comme l'impérialisme américain dans son totalitarisme extérieur, et de plus en plus intérieur, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Les gens espèrent que si Maduro n'est plus au pouvoir, les sanctions contre le pays seront réduites, voire annulées, et que l'économie pourra s'améliorer. D'autres sont sceptiques sur l'avenir et surtout dans ce vide de pouvoir. Mais est-ce que tout ce à quoi on a été témoin digne, comme je vous l'ai déjà dit maintes fois dans cette vidéo, du cinéma américain, est-elle légal? Et bien là, on arrive au point qui dérange vraiment. En droit international, la règle de base, elle est simple. Un État n'a pas le droit d'envoyer son armée sur un territoire d'un autre État.
Point. Et il n'y a que 3 ports de sortie propres à ça. Soit le Venezuela a donné son accord par un consentement officiel, soit un mandat clair de l'ONU, donc le Conseil de sécurité, a été envoyé, soit la légitime défense, mais alors vraiment au sens strict, c'est-à-dire réponse à une attaque armée nécessaire et proportionnelle. Et on n'est absolument pas là-dedans. Et tout ce qu'on vient de raconter dans cette vidéo, frappe, cyberattaque, raid, kidnapping d'un chef d'État, eh bien, le constat est clair. Même si Maduro est accusé de tout ce que tu veux, le droit n'est pas censé fonctionner simplement à la décision d'un pays qui en a rien à foutre du reste du monde. Mais aujourd'hui, malheureusement, force est de constater qu'il n'y a pas que Trump. C'est à la mode. Poutine en Ukraine, Netanyahou sur Gaza, et en eau internationale avec les flottilles, le Rwanda au Congo, et Taïwan qui est menacé par la Chine. Et c'est là qu'on arrive à nos sujets sur limite. Si aujourd'hui chaque puissance du monde dans cette quête d'énergie fossile et de ressources s'autorise à capturer un dirigeant étranger parce qu'elle le juge dangereux, on rentre dans une battle royale à la Hunger Games façon géopolitique. Et le message que ces grands chefs d'État sont en train de nous envoyer est on ne peut plus clair. La force prime et on s'en fout de plus en plus des règles que nous avons pourtant conçues ensemble après la Deuxième Guerre mondiale pour éviter que tout ne reparte en couille sur Terre. Donc quand tu ajoutes à ça la crise des ressources, le pétrole, la compétition économique dans un capitalisme exacerbé, l'angoisse climatique, eh bien tu comprends le risque. Plus le monde se tend, plus les États se musclent. Leurs méthodes, leurs règles commencent tout doucement à disparaître. Et comme le dit Winston, un personnage que j'affectionne tout particulièrement pour son rôle, on va dire de père spirituel dans les films John Wick, sans règles, nous serions comme des animaux. Comprendre, c'est ce qu'on essaye de faire sur Limite. On aura encore d'autres vidéos à te proposer sur ce sujet, parce qu'il semblerait que les États-Unis d'Amérique, au Venezuela pensant se dire c'est bon, c'est bankable, on va récupérer la première réserve de pétrole au monde, risquent de se mettre dans une situation extrêmement pourrie avec ce pétrole, parce qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas captées à l'avance. Si, je vous jure, et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo sur Limite. Like, commente, abonne-toi, et à très bientôt. Ciao tout le monde.